Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Hier, nous avons découvert ou redécouvert l'histoire fabuleuse de Rennes-le-Château, avec ce prêtre pas comme les autres, un peu rebelle, sans doute aussi un peu fripon et brusquement riche. Avait-il découvert, dans ses travaux de restauration de l'église, un trésor ? Et ce mystère qui continue 100 ans après d'alimenter nombre de rumeurs et de faire venir des touristes du monde entier informés par le Da Vinci Code, puisque le livre ou le film fait écho à cette histoire. Aujourd'hui, les clés des mystères. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Je dis les clés des mystères car en fait il y a des mystères, Yves. Des mystères. Et je dois vous prévenir que ces mystères, je vais me contenter de les poser, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne vais pas apporter de jugement, ni jugement, ni dévoiler, ni solution. Chacun fera son choix. À propos de cette affaire fascinante qu'est l'histoire de Rennes-le-Château, moi, je respecte toutes les hypothèses. J'ai ma conviction, mais je ne vous la dirai pas. D'accord, c'est un petit peu comme les esprits, là, sur le coup. Si vous voulez, quoique les esprits, vous y croyez, vous. Voilà. N'y revenons pas. Et donc, c'est vrai que à Rennes-le-Château, il y a plusieurs mystères. D'abord, le premier mystère, c'est celui de l'église elle-même. Quand on arrive, donc on remonte la rue principale du village, on traverse un petit jardin qui a été aménagé par Béranger Saunière. Et déjà, là, il y a des choses un peu étranges. Sur la gauche, on voit une statue de la Vierge qui repose sur un pilier qu'on va qualifier lui aussi d'inhabituel. D'accord. C'est un pilier wisigoth qui a été trouvé dans l'église. Bon, on peut dire, l'abbé Saunière a trouvé ce pilier, il s'en est servi pour mettre une statue de la Vierge, mais enfin quand même un pilier wisigoth. Puis on arrive à l'entrée de l'église. Alors, il ne faudrait pas s'imaginer, certains le font, ils ont bien tort, qu'on arrive à l'entrée de Notre-Dame de Paris. Oui, c'est quand même un village. Oui, de la basilique de Chartres ou de Saint-Cernin de Toulouse. Voilà, on est en 1890, il y a 300 habitants. Il y a 300 habitants. On arrive devant l'église d'un village de 300 habitants avec la taille correspondante. Mais déjà, face au porche, une inscription en latin, ou peut-être en latin de cuisine, va savoir, vous frappe. Attention, ce lieu est terrible. Mais comme c'est en latin, peut-être que chacun peut traduire à sa manière. Certains vous diront, mais non, c'est une banalité. Et d'autres vous diront, c'est une menace. Et les latinistes, qu'est-ce qu'ils en disent ? Ça dépend si ce sont de bons ou de mauvais latinistes. Mais je vous l'ai dit, je ne donne aucune réponse. Donc je ne dirai pas la traduction des latinistes de l'université. En tout cas, même si l'on est simplement un peu frotté de latin, cette inscription est impressionnante. Attention, ce lieu est terrible. Oui. Et qu'y a-t-il comme ornement autour, comme ça, de l'entrée de l'église ? Des roses et des croix. Voilà, rose-croix, société secrète, diront certains. Ornement banal, idée du prêtre qui, quand il a consulté un architecte, lui a dit « Tiens, ça ferait joli, des roses et des croix. » Bien sûr. Allez savoir. Nous passons la porche, évidemment, nous nous faisons discrets, même si nous ne sommes pas croyants, nous nous mettons à parler à voix basse, et sur la gauche, comme dans toutes les églises, se trouve le bénitier. Qui nous présente le bénitier ? Un diable. Oui, ça c'est original. Un diable. C'est très original en France, beaucoup moins en Italie. Il y en a d'autres. Mais celui-là est coloré. Il a des yeux en émail. Il a des ongles crochus. Et il ploie sous le poids du bénitier. Ah oui, c'est écoutez, parlant, même comme vous le disiez, Emmanuel, s'il y en a d'autres en Italie, un diable qui vous tend le bénitier d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas exactement ce qu'on s'attend à découvrir quand on passe le porche d'une église.
Cet après-midi, les mystères qui entourent la Bessonnière, prêtre à Rennes-le-Château en 1890, Rennes-le-Château étant dans l'Aude. Alors avec vous, Yves Lignon, on a commencé la visite d'abord de cette église. Allez, au-dessus du porche, une inscription en latin. Attention, ce lieu est terrible. Avec une interprétation qu'on peut donner de cette inscription. Voilà. En plus de ça, des roses, des croix. Ça fait appel aux Rose-Croix, les francs-maçons. Et puis ce diable qui propose le bénitier très courbé, comme si c'était vraiment très difficile pour lui, en fait. Bien sûr. Et ce diable est dans l'église. Bien sûr, à l'entrée. Et si c'était tout? Il y a ces statues. Un écrivain, Gérard de Sède, qui a consacré beaucoup d'énergie à Rennes-le-Château, a dit, on se croirait dans une espèce de musée Grévin, un peu fou. Parce que ces statues entassées dans cette petite église, avec leurs yeux en émail. Et regardons-les de plus près. Près de l'autel, très attentif, il faut l'être, une bizarrerie. D'un côté, la Vierge Marie. Bon. Où est la bizarrerie? Elle porte l'enfant Jésus dans ses bras. Classique. Toujours pas de bizarrerie, malgré ce que j'annonce. En face d'elle, Saint Joseph. Donc rien d'anormal. Il a aussi un enfant Jésus dans ses bras. Ça paraît impossible. Il n'y a eu qu'un enfant Jésus. C'était sa mère ou son père nourricier qui le tenait dans les bras. Mais pas tous les deux en même temps. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Est-ce que cela signifie que le Christ avait un frère? Peut-être un frère jumeau? Vous imaginez les perspectives. S'il avait eu un frère jumeau au moment où Pilate a prononcé son jugement, pourquoi n'y aurait-il pas eu substitution? Est-ce que c'est cela que nous disent ces deux statues? Moi, je pose la question. Et ce n'est pas fini. Dans toute église, il y a un chemin de croix. Si on décrypte le chemin de croix de Rennes-le-Château, que n'y trouve-t-on pas? Et là, je me contenterai de conseiller la lecture du livre de Gérard de Sède, justement, qui porte pour titre « Ça n'est pas un hasard », signé Rose-Croix. Décidément, cette église recèle bien des mystères, bien des signes, du moins si l'on veut voir des mystères et si l'on veut voir des signes. Parce qu'il y en a d'autres. Le 17 janvier, un curieux jeu de lumière fait apparaître sur le mur des pommes bleues. Et puis, près de l'entrée, au-dessus du confessionnal, quel est ce tableau qui semble représenter le Christ et ses apôtres, mais qui semble représenter aussi la région, les environs de Rennes-le-Château? Encore un détail qui intrigue. Et ne parlons pas du dallage, qui est un damier à 64 cases. Ah, je vous le dis, Emmanuel, vraiment, si l'on veut trouver des signes et des mystères dans l'église de Rennes-le-Château, on n'a pas beaucoup de mal. En quoi ce damier est particulier dans cette église? 64 dalles? Mais cela fait penser au jeu d'échecs, avec toutes ces perspectives. Au jeu d'échecs, y a-t-il le fou, le roi, la reine? Qu'est-ce qu'on ne peut pas imaginer? Un jeu d'échecs dans une église, un jeu d'échecs géant. Qui voudrait s'amuser à jouer aux échecs dans une église? D'accord. Et le chemin de croix, il est à l'envers, hein, c'est bien ça? Il est à l'envers, mais ça on le trouve dans d'autres églises. Vous voyez, si l'on veut trouver les mystères de l'église, peut-être y en a-t-il, mais quand même, il ne faut pas non plus trop exagérer. Mais il n'y a pas que ça, d'autres mystères entourent également Rennes-le-Château, à découvrir dans un instant dans les clés du mystère. En début d'après-midi, dès 13h30, plongez au cœur du fantastique avec les clés du mystère sur Sud Radio. Rennes-le-Château, une histoire de rumeurs et aussi d'imagination, Yves Lignon, parce qu'il faut en avoir quand même. On parlait du carrelage 64 cases comme le jeu d'échecs, oui, mais comme une pièce qui mérite d'avoir 64 cases. Chacun peut dire aussi c'est un carrelage qui a été disposé là, qui fait 64 cases parce que c'était plus pratique d'avoir 64 cases. Oui. Je vous le répète, Emmanuel, je ne prends pas parti. Oui, oui. J'étale le dossier. Et en l'occurrence, toutes les rumeurs et tout ce qui a été imaginé. Ce ne sont pas des rumeurs. Non, mais tout ce qu'on a pu imaginer autour de tout ça. Ce n'est pas l'imagination. Oui. Les gens qui prétendent que
ce carrelage joue un rôle, avanceront des arguments. Mais il y a eu 370 livres écrits sur Rennes-le-Château. Oui. On peut pas les débiter tous les uns après les autres. Non, mais c'est certain. Simplement, moi je vous dis, des gens ont argumenté à propos de ce carrelage. D'accord. Comme on a argumenté à propos de certains détails du chemin de croix. Qui est à Comme on l'envers. a argumenté à propos de la présence très curieuse de 2 enfants Jésus. Et ainsi de suite. Maintenant, les arguments des uns et des autres sont disponibles dans des livres, bien entendu, sur Internet. Oui. Et là, chacun peut se faire une opinion. Moi, je me contente de les rapporter. Mais il n'y a pas que ça, Yves Lignon. Mais il y a d'autres mystères. Oui. Par exemple, donc l'abbé Saunière, s'il a fait un voyage à Paris, aurait rapporté la reproduction d'un tableau de Nicolas Poussin. Or, ce tableau est peut-être le plus célèbre de tous ceux que Nicolas Poussin a peint, c'est les bergers d'Arcadie. Oui. Et bon, on a des reproductions dans n'importe quel dictionnaire si on ne connaît pas encore. Et sur ce tableau, les bergers d'Arcadie, on voit une tombe et puis il y a un paysage en arrière-plan. Est-ce que cette tombe ne serait pas celle qui se trouvait en pleine nature à quelques kilomètres de Rennes-le-Château? Parce que dans la région, dans le Razès, qui est la région de Rennes-le-Château, eh bien, il y avait une espèce d'usage. De nombreuses personnes se faisaient enterrer et les autorités administratives donnaient leur autorisation dans leurs vignes, dans leurs champs, etc. Donc, il y a, non loin de Rennes-le-Château, une tombe qui ressemble étrangement à celle qu'on voit sur le tableau de Nicolas Poussin. Et c'est la tombe de qui? C'est le tombeau des Pontilles qui a d'ailleurs été détruit en 1988 parce que le propriétaire en avait assez de voir des gens venir avec une petite reproduction du tableau, dire oui, c'est la même tombe. Oui. Mais il y a aussi le paysage. Il y a des gens qui, vous prenant toujours une reproduction du tableau et installés sur le belvédère de Rennes-le-Château, vous diront, voyez, là, tel sommet, telle éminence, elle est sur le tableau. Alors, les sceptiques, eux, diront, mais Nicolas Poussin n'est jamais venu à Rennes-le-Château. Il n'est jamais venu par là. Bon, d'autres vous diront, la tombe en question a été construite en 1903. Et Nicolas Poussin, lui, était dans la sienne de tombe depuis bien longtemps. D'accord. Peut-être. Mais toujours est-il que si Béranger Saunière est allé à Paris, s'il est allé à Paris, il a bien ramené la reproduction de ce tableau. Mystère. Profond mystère. Et ça n'est pas tout, puisqu'on sait que Béranger Saunière, à une certaine époque, a passé ses nuits, allait toutes les nuits, dans le cimetière attenant à l'église. Qui faisait-il? Dans ce cimetière, on en est certain, était enterrée une ancienne marquise, l'épouse du seigneur de Rennes-le-Château, Marie de Négridable, morte en 1781. La femme du seigneur, elle a quand même droit à une belle pierre tombale. Bien sûr. Et en l'occurrence, Marie avait une dalle et une stèle. Que sont-elles devenues? Elles ont disparu. Elles ont disparu au moins une partie. Parce qu'on a un dessin de l'autre jour, un groupe d'archéologues qui est passé par là, qui a fait un dessin. Et donc, si à partir de ce dessin, on regarde l'inscription, qui est après tout simplement une inscription funéraire, si J. Marie de Négridable, etc. Mon Dieu, qu'elle est bizarre. Pourquoi? Que ne révèle-t-elle pas Ouais. à qui c'est décodé? Mais moi, je ne suis pas un décodeur. Ouais. Simplement, en tenant compte des fautes d'orthographe, en tenant compte du fait que certaines lettres sont en majuscules et d'autres en minuscules, en tenant compte peut-être de ce que des sceptiques prendraient pour quelques graffitis. Beaucoup de gens ont vu beaucoup de choses dans ce texte, de cette dalle, de cette pierre funéraire qui peut-être n'existe pas. C'est encore un des mystères de Rennes-le-Château. Le tombeau, ou plus exactement la stèle et la dalle du tombeau de Marie de Négridable. Qui avait-il écrit dessus? Le prêtre de l'époque, qui s'appelait l'abbé Bigou, qui a dicté
à un graveur peut-être à moitié illettré, qui a dicté le texte. Il faut écrire sur cette pierre Sigie, noble dame, etc. Cet abbé Bigoud a-t-il voulu laisser des signes? A-t-il voulu laisser des indices? A-t-il dit au graveur, ici, je veux une lettre en minuscule. Ici, je veux un mot coupé de travers, coupé au mauvais endroit. Ouais. Et si l'abbé Bigoud a donné ces instructions, pourquoi les a-t-il données? Et si l'abbé Saunière, lui, un siècle plus tard, a retrouvé la dalle, pourquoi en a-t-il effacé les inscriptions? En voilà encore d'autres mystères à Rennes-le-Château, ma chère Emmanuelle. Des mystères qui entourent Rennes-le-Château et des gens qui se sont attaqués à ces mystères et qui s'attaquent encore à ces mystères. Encore de nos jours. Oui. Donc tout ce que j'ai plus ou moins listé, sans être complet, d'ailleurs, sans avoir la prétention d'être complet, peut être perçu comme une suite d'indices, laissés par Saunière, ou par d'autres peut-être. Peut-être, effectivement, certains de ces indices étaient-ils présents avant Saunière. Saunière lui-même les a déchiffrés, mais ils sont toujours là. Si le chemin de croix, pour prendre un exemple, est codé, nous l'avons sous les yeux. Et donc, si Saunière a voulu laisser des indications dans le chemin de croix, nous n'avons qu'à nous mettre au travail. Alors des indications, pourquoi? Vers quoi, plutôt? Bon, il y a quand même un point de départ très simple, c'est que dès le vivant de Saunière, les habitants du village commençaient à dire que le curé était bien riche. Et à l'heure actuelle, quand on dit de quelqu'un qu'il est bien riche, on dit plus ou moins en plaisantant, il a gagné au loto. Oui. À l'époque, il n'y avait pas de loto. Donc, on a pu suggérer déjà du vivant de Saunière que le curé, peut-être en plaisantant, peut-être en se prenant au sérieux, ça devait dépendre des gens, avait trouvé un trésor. D'accord. Bon. On est en pays cathare aussi. Oui, on est en pays cathare. Il y a beaucoup d'histoires de trésors dans le coin. Là aussi, non plus, on ne va pas les lister. Trésor des Visigoths, trésor des Blanches de Castille, trésor des Cathares, etc., etc. Bon, le curé Saunière aurait-il trouvé un trésor? Alors, à partir de là, il y a eu des chercheurs de trésors. Disons que c'est toute une époque de l'histoire de Rennes-le-Château, et une époque qui a dû prendre fin parce que, à force de fouiller à la dynamite sous les maisons du village, ça avait quelques effets collatéraux. Oui. Et la mairie a pris en 1965 un arrêté interdisant les fouilles sur le territoire de la commune. Parce que les maisons commençaient à ça s'ébranler. devenait insupportable. Oui. Alors, que pouvons-nous dire de ce trésor, de ce mystère? Bon, premièrement, que dans la perception des habitants du village, il y a certainement de l'exagération due au décalage. Les gens du village de Rennes-le-Château, à l'époque de Saunière, étaient très, très pauvres. Saunière faisait preuve d'une certaine aisance. Mais si on rentre dans les détails, il ne vivait pas comme un Dama-Bruce descendant de nos jours sur la Côte d'Azur. Il vivait bien. Ah bah oui, il faisait venir son rhum de la Martinique. Voilà, il vivait bien, mais il ne jetait pas l'argent par les fenêtres. On a des preuves de ses négociations avec certains de ses fournisseurs pour demander des délais. Ouais. Mais donc, le fait qu'ils vivent bien, alors que eux, les paroissiens de Saunière, vivaient mal, ça crée un décalage et au-delà, une exagération. Et des jalousies. Et toujours est-il que ce trésor, donc on a commencé à en parler pour la première fois vers 1945. Il y a eu, si j'ose dire, une explosion en 1956. Et alors, en 1965, donc arrêt des fouilles, ce trésor, personne, jusqu'à présent, ne l'a trouvé. Je pense que ça se saurait. Oui, si un jour, on voit quelqu'un redescendre, je vous ai emmené sur la colline, Emmanuel, on voit redescendre quelqu'un de la colline en courant et avec un gros sac sur l'épaule. On aura compris. Bon, se précipiter à la gare de Couiza où le train ne passe presque plus. Eh bien là, on pense que la question du trésor sera résolue. Mais cet événement est peu probable. Et donc, par conséquent, si ce n'est pas un trésor, reste la richesse. D'où venait-elle? Une autre hypothèse de bon sens, c'est que s'il n'avait pas une masse là dans laquelle il n'avait qu'à puiser à volonté, il avait peut-être des revenus réguliers. Et quelqu'un qui a des revenus réguliers, ça s'appelle comment? Vous allez me dire, ça s'appelle le salarié d'une entreprise ou de l'État. Ça peut aussi s'appeler un maître chanteur.
Or, un maître chanteur détient un secret. C'est donc la seconde voie d'investigation qui s'est ouverte quand on s'est aperçu que personne ne trouvait le trésor, et puis grâce à certaines suggestions, certaines allusions figurant dans des livres, grâce à des petits manuscrits anonymes qu'on laissait traîner ici ou là, à la Bibliothèque nationale ou ailleurs. Et si Saunière avait détenu un secret qu'il aurait monnayé auprès de certaines autorités. Dont l'évêché peut-être ? L'évêché, et au-dessus de l'évêché, sa sainteté, le pape. Ou bien, d'autres ont commencé à dire, du côté politique, on a accusé Saunière, pendant la guerre de 14, d'être un espion allemand. Bon, c'est plus banal, évidemment, que de faire chanter le pape. Mais Saunière avait-il un secret ? En tous les cas, on a tout imaginé. C'est un autre mystère de Rennes-le-Château. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio. Rennes-le-Château et son trésor éventuel, Rennes-le-Château et son secret, voire ses secrets. Alors évidemment, il y a eu des chercheurs de secrets. Bien sûr, il y en a toujours. On peut dire que le trésor de Saunière était matériel pour les uns et spirituel pour d'autres. Et peut-être un peu les deux, d'ailleurs, pour une troisième catégorie de curieux. C'est en ça que, d'ailleurs, Rennes-le-Château est très, très passionnante comme histoire. Bien sûr. Mais en tout cas, si Béranger Saunière a détenu un secret, pour pouvoir trouver ce secret, il faut d'abord faire des hypothèses sur sa nature. C'est une différence essentielle avec le trésor. Parce qu'un trésor, on sait ce que c'est. C'est des bijoux, c'est de l'or. Tandis qu'un secret, qu'est-ce que c'est qu'un secret ? Et donc, les hypothèses les plus multiples ont été émises. Bon, bien entendu, celle qui a eu le plus de succès, qui a d'abord été lancée par des journalistes anglais, puis qui a été reprise par le Da Vinci Code, qu'on le veuille ou non, c'est que le secret était véritablement énorme, valait très cher. À savoir, je vous le dis en 2 mots, Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix, débarrassons-nous de ces détails. Il a épousé Marie-Madeleine. Il s'est réfugié dans le Razès, dans la région de Rennes-le-Château, où là il est mort de vieillesse. Et quand on épouse une Marie-Madeleine, et même quand on épouse quelqu'un, en général, qu'on est un homme, peut-être même aussi un dieu, on a des enfants. Donc ils ont eu des enfants. Ces enfants sont devenus rois de France. C'est la lignée des Mérovingiens qui aurait continué jusqu'à nos jours, et donc en passant par le 19e siècle, malgré ce que disent les livres d'histoire. Donc, ce que savait Saunière était que quelque part en France, ou peut-être en Europe, il y avait un homme qui était à la fois le descendant des rois de France et le descendant de Jésus. Ça, c'est du secret. Ça, c'est du secret. Mais vous comprenez bien que si vous allez dire au pape, dites donc vous, là, monsieur le pape, tout ce que vous racontez, ça tient pas la route. 3 jours après l'histoire de l'exécution sur la croix, le Christ, il n'est pas monté au ciel, il s'est marié, il a eu des enfants, etc. Et il y a encore des descendants qui revendiquent le trône de France. Bon, ça fait un peu tâche. Si vous allez raconter ça au pape, même vous, Emmanuel, si vous y allez, et si vous apportez au pape la preuve que c'est vrai, il vous dira combien pour vous taire. Bien sûr. C'est pas être méchant à l'égard du pape. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que le secret de Saunière, c'est celui-là? Moi, je n'en sais rien non plus. Ce que je sais, c'est que si le Christ est véritablement mort de vieillesse dans la région de Rennes-le-Château, il doit toujours y avoir quelque part sa tombe. Ouais. Et ça, c'est peut-être une interrogation, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des chercheurs qui cherchent la tombe du Christ dans la région de Rennes-le-Château. Et n'oubliez pas, nous l'avons raconté hier aussi, que Saunière faisait de longues promenades dans les collines. Il ramenait des cailloux. Et s'il avait découvert cette tombe, c'est peut-être là le fil qui lui aurait permis de dévider la bobine. Au cours de ses promenades, il était chasseur aussi. Un jour, il tombe sur une tombe. Tombé sur une tombe, disons-le comme ça. Et cette tombe, c'est celle du Christ.
Quand il rentre au presbytère le soir, l'abbé Saunière, curé de village, sait que le Christ n'est pas mort sur la croix à Jérusalem. Ça fait désordre. Ça fait désordre, mais ça fait vraiment un secret qu'on peut monnayer et monnayer dans la durée quand on a le tempérament d'un Béranger Saunière. C'est une des explications, bien sûr, à sa richesse intervenue comme ça brusquement. Allez, la suite de Rennes-le-Château, dans un instant dans les clés du mystère. Rennes-le-Château et toutes ses hypothèses, en l'occurrence celle de Jésus qui ne serait pas mort sur la croix, mais qui se serait marié avec Marie et Madeleine, qui aurait eu des enfants. Et plein de petits mérovingiens. Et plein de petits mérovingiens, bien sûr. Et Jésus-Christ qui serait décédé dans la région de Rennes-le-Château. On aurait peut-être trouvé la tombe. Cela fait partie des hypothèses. Et des secrets et des mystères. Des mystères. Bon, nous les avons listés, ces hypothèses. Nous n'avons pas fait le tour, Emmanuel. Bon, il y a bien entendu une hypothèse prosaïque. Béranger Saunière était un vil trafiquant. Nous l'avons évoqué hier. C'est aussi une hypothèse. Oui, tout à fait. Il faut bien le dire. Et encore une fois, nous n'avons pas fait le tour. Simplement, nous avons essayé de montrer que autour de ce mystère de Rennes-le-Château, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a une très belle histoire. Et l'histoire est tellement belle que ni vous, ni moi, ni les nombreux visiteurs ne se préoccupent vraiment de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Béranger Saunière avait un secret? Est-ce qu'il avait trouvé un trésor? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est un petit trafiquant pas très sympathique? Tout ça, c'est l'affaire des chercheurs. L'affaire de ceux qui viennent à Rennes-le-Château voir le domaine de Saunière. C'est une belle histoire dans la pierre, dans une église. Et c'est ça qui est important, je crois. Parce que c'est vrai que le domaine de Saunière, après avoir été très longtemps à l'abandon, pendant plus de 20 ans, même plus de 30 ans à l'abandon, a été repris par la municipalité et est en cours de restauration. On a commencé par le débroussailler, c'était pas mal. Alors, on peut discuter de cette restauration, mais après tout, ça, c'est l'affaire de l'ancienne municipalité. On a commis une chose inimaginable, c'est de faire transférer les ossements de Saunière, qui étaient dans le cimetière, à l'intérieur du domaine. Donc les visiteurs croient que Saunière a voulu se faire enterrer dans son domaine, ce qui est archi faux. Il avait voulu aller dans le cimetière, au milieu de ses paroissiens. Voilà, et sa tombe a été déplacée. Voilà, bon, donc des bêtises comme ça. Mais enfin, à l'heure actuelle, le domaine est de plus en plus propre, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Rennes-le-Château est un joli village. Ah oui, c'est très agréable d'aller s'y Quand balader. on est sur le belvédère, il y a un panorama magnifique. Ouais. Et il s'y est déroulé une belle histoire. Alors, il faut espérer que cela continue. Moi, si je peux me permettre, à titre personnel, simplement en tant qu'enfant d'adoption de la région, je soutiens la municipalité actuelle, qui dit que finalement, Rennes-le-Château, c'est un fait culturel qui est connu dans le monde entier. Je le disais hier, il y a des équipes de télévision japonaises. J'ai un ami journaliste qui était en Australie, et quand il a dit qu'il était du midi de la France, de Montpellier, on lui a répondu « Ah oui, à côté de Rennes-le-Château ». Ça, c'est fort. Hein. Et donc, quand la municipalité veut valoriser ce fait culturel, eh ben, on ne peut que la soutenir. On a envie que Rennes-le-Château, là où s'est déroulée une si belle histoire, soit aussi un beau village qui soit bien autour de sa belle histoire. Alors pourquoi pas? Je crois qu'on est sur le chemin. Bon, bien entendu, comme dans les petites communautés, par moment, il y a des épisodes clochemerlesques, mais il faut passer par-dessus. Oui, bien sûr. Et à Rennes-le-Château, on peut faire beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui. Alors évidemment, il y a beaucoup de bouquins, il y a également des conférences. Oui, alors il va y avoir un cycle de conférences tout cet été, justement. Il y en aura à Rennes-le-Château et en dessous, dans la vallée, à Alette-les-Bains. Bon, tout ça, c'est sur les sites internet. D'une manière générale, par exemple, sur notre groupe Facebook, on va mettre des références de livres, des calendriers de conférences. Voilà, si ça vous intéresse, si ça vous passionne, parce que je crois que c'est le cas de bon nombre de personnes. Je crois que c'est bon nombre de personnes. Quand nous avons annoncé déjà la diffusion, il y a eu pas mal de réactions. Allez, très bien, c'était les clés du mystère. On vous retrouve demain. Notez bien sûr que cette émission est podcastable. Si vous n'avez pas écouté les clés du mystère d'hier, bien écoutez, allez-y, sudradio.fr, vous podcastez et vous aurez l'histoire intégrale de Rennes-le-Château, donc contée par Yves Lignon. On vous donne rendez-vous demain à 13h30. Bye bye. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.